Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de prendre place, s'il vous plaît. Vous rappelez le respect des gestes barrières à adopter, donc laissez bien une place entre chacun. Portez le masque tout au long des interventions, tout au long de votre présence dans ce centre international. En préambule, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence, j'ai enlevé le masque, ça sera peut-être mieux, l'absence de Monsieur Gilles Sézonial, président de la Fédération française de natation, retenu pour des raisons professionnelles. Monsieur Frédéric Aguilera, président de Vichy Communauté et maire de Vichy. Monsieur Franz Hove, adjoint au directeur du CREPS. Monsieur Jean-Sébastien Laloy, président du conseil d'administration du CREPS et maire de QC. Monsieur Denis Perret, président de la Ligue Aura, cher Denis. Monsieur Julien Issoulier, directeur technique national de la Fédération française de natation. Monsieur Fabien Gillot, emblématique ambassadeur de la natation santé pour la Fédération française de natation et surtout connu pour ses multiples succès, champion olympique, multiples fois champion du monde. C'est un réel plaisir d'être ici, à Vichy, ce jour, dans ce centre omnisport. Vichy, c'est une terre d'eau, une ville thermale, mais c'est aussi une terre où on accueille de plus en plus d'événements sport-santé. C'est vraiment devenu l'icône, l'emblème du sport-santé à travers la France, puisqu'il y a une semaine se tenait le congrès des maisons sport-santé, avec la remise des trophées et des labels aux différents postulants. Le congrès de l'ONAPS, il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans, auquel était présent Martine Duclos, que nous avons la chance d'accueillir ce jour. Merci à elle. Également était présent Monsieur Jacques Bigot, qui intervient au sein de la Fédération française de natation, mais qui est également en charge du pôle ressources santé bien-être au ministère. Donc bienvenue à tous. Comme je vous le disais, un plaisir d'être ici à Vichy, sur les bords de l'Allier, un centre de crénothérapie. À Vichy, on n'a pas besoin de démontrer que la santé, le bien-être passe par l'eau, puisque c'est une ville thermale. Et ça a tout son sens d'être à Vichy pour notre séminaire annuel de la natation santé. Alors, vous pourriez vous demander, oui, il y a le rapport à l'eau entre la Fédération française de natation et Vichy, mais initialement, si le Covid n'était pas passé par là, on aurait dû vous présenter le 6 minutes marche dans l'eau, un test que l'on souhaite faire valider. Le Covid est passé par là, les événements que vous connaissez, donc ça n'est... C'est décalé dans le temps, mais bon, on reviendra bien sûr avec plaisir dans les années futures. Je ne vais pas m'éterniser dans mes propos et je vais passer tout de suite la parole à mon ami Denis Perret, qui est président de la Ligue Aura de natation. Vous rappelez, juste avant, excusez-moi, que nous sommes en live sur YouTube et donc vous pourrez revoir toutes les interventions de ce séminaire dans les jours futurs. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour pour ceux que je n'ai pu saluer. Il est très difficile de passer derrière Dominique, la vice-présidente de la Fédération, qui, je pense, a tout dit. Donc moi, personnellement, je suis très heureux de vous accueillir ici à Vichy, en terre Auvergne-Rhône-Alpes, pour ce séminaire de natation santé. Vous savez que notre fédération a 5 disciplines olympiques. Et je pense que la natation santé pourrait être la 6e. Le développement de cette activité est importante. Si nous, on ne le fait pas, d'autres le feront à notre place. Je vous rappelle aussi que nous avons obtenu pas mal de choses concernant le sport sur ordonnance et que tout ça est important pour la vie et l'activité de notre sport. Voilà. Moi, je vais remercier... bien sûr, tous les gens qui ont permis la réussite de ce séminaire, bien sûr le CREPS de Vichy, la communauté de communes de Vichy, l'ensemble des acteurs qui a permis que ceci se déroule ici, parce qu'au départ on devait être au CREPS, mais étant donné la situation sanitaire, il a fallu qu'on agrandisse un peu la réception de l'amphithéâtre. C'est pour ça qu'on se trouve ici. Merci pour avoir pu obtenir cet amphithéâtre du Centre Omnisport. Pour finir, je vais remercier les petites mains, c'est-à-dire Juliette Pumin, entre autres, qui a permis
qui a permis qu'on organise cela, qui a beaucoup œuvré avec son collègue Dominique Delchet. Donc merci à eux, merci à tous ceux qui ont fait quelque chose. Puis moi, je vais vous souhaiter un excellent séminaire et surtout un bon séjour à Vichy. Merci pour vous. Merci Denis. Donc je passe maintenant la parole à Monsieur Frédéric Aguilera, président de Vichy Communauté et maire de Vichy. C'est à vous, Monsieur le maire. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je vais être extrêmement bref. Madame la vice-présidente, mesdames et messieurs, les organisateurs et différents responsables des organismes, vous les avez tous cités, donc j'en oublierai obligatoirement, donc je vais éviter de les reciter. Vous avez, Madame la vice-présidente, expliqué le choix de Vichy. Je ne peux qu'aller dans votre sens et approuver effectivement les critères de ce choix sur cette notion évidemment de sport santé, sur cette notion évidemment de ville d'eau, puisque évidemment nous revendiquons notre titre de reine des villes d'eau dans toutes ses composantes. À l'échelle de l'agglomération, c'est quelque chose, et la natation est évidemment un point extrêmement important pour nous, avec pas moins de 5 piscines sur notre agglomération, pour une agglomération de 85 000 habitants, et toutes les actions que l'on peut mener autour de toutes ces actions. Donc c'est un sujet important pour nous, c'est vraiment un axe de développement du sport, un axe de rayonnement du sport, avec des équipements en plus qui nous permettent, et la fédération les connaît bien, des équipements qui nous permettent vraiment de rayonner à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Et puis vous avez cité cette rivière Allier, et ça, permettez-moi juste quelques secondes d'insister sur ce point-là. Nous tenons effectivement à ce que la rivière Allier soit aussi de plus en plus réouverte à la nage. Ça nous semble extrêmement important. Évidemment, dans un certain nombre de compétitions, nous avons eu des compétitions, et nous avons tous les ans des compétitions dans le plan d'eau qui utilisent le plan d'eau, mais par exemple cette année, nous avons aussi ouvert un couloir de nage dans la rivière, un couloir permanent de nage sur toute la période d'été. Et alors, juste un mot, évidemment pour la santé, évidemment pour l'image, évidemment pour le sport. Mais une autre raison, alors je sais que ça ne fait pas partie de votre séminaire, mais indirectement, c'est quand même un facteur de santé. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. Il faut savoir que depuis qu'on ouvre la rivière à la nage, depuis qu'on l'ouvre à la baignade, mais cette année à la nage, la baignade il y a quelques années, mais dans un espace restreint et un couloir de nage cette année, eh bien, la ville, l'agglomération, du coup, fait des efforts. On n'a pas le choix, mais va dans le bon sens pour améliorer la qualité de l'eau. Et on est extrêmement et 10 fois plus vigilant qu'on ne pourrait l'être, puisque nous avons des contrôles quotidiens du coup de la rivière. Et du coup, ça nous a, depuis un certain nombre d'années, permis de découvrir un grand nombre de rejets sauvages dans la rivière. Donc le fait de réouvrir aussi des espaces naturels à la nage, ça permet aussi, et c'est une amélioration assez considérable de notre environnement et de la qualité de l'eau au sein de notre agglomération. Donc c'est effectivement un effet indirect de cette volonté d'ouvrir ces espaces-là, mais ça me semble extrêmement intéressant. C'est pour ça que quand on a ces discussions avec l'ARS qui nous dit c'est pas toujours parfait, je dis attendez, ne reculez pas là-dessus, puisque cette volonté-là nous permet aussi des améliorations considérables en matière environnementale. En tout cas, pour revenir au sujet, vraiment merci d'avoir choisi la ville de Vichy pour organiser ce séminaire, et puis je vous souhaite d'excellents travaux. Merci, Monsieur le maire. La parole maintenant à Julien Issoulier, directeur technique national de la Fédération française de natation. Bonjour à tous, Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. D'habitude, en général, quand je prends la parole, c'est plutôt pour parler de sport. Et Fabien en est l'exemple. On a souvent en tête la natation et nos grands champions dont il fait partie. Mais c'est vrai que la natation, c'est autre chose. C'est pas que les 5 sports olympiques. Denis a parlé d'un 6e.
Ben moi, je pense que c'est plus un rôle sociétal, en fait. Donc, on a un vrai enjeu là-dessus. Et je crois que ces séminaires et toutes les actions qu'on peut faire pour replacer la fédération dans son rôle et le rôle au sens large me paraît hyper intéressant. Donc, ce séminaire tombe parfaitement pour que je vous salue tous et que je vous remercie d'être avec nous. La fédération, c'est presque 400 000 licenciés. S'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait pu s'en rapprocher cette année, je pense. On a 1300 clubs. Le Nager Forme Santé, Nager Forme Bien-être sont des éducateurs, des clubs qui participent à tous ces dispositifs. Et je pense que tous ensemble, on peut faire évoluer ça. Et ces journées d'échange font partie de ces moyens d'améliorer. Moi, je crois vraiment en ce que ça peut développer parce que ça nous aide à replacer la natation dans son rôle, je l'ai évoqué déjà, mais ça replace aussi le club dans la ville et dans la société. En fait, c'est pas juste, je vais paraphraser un peu ce qu'avait dit Fabien il n'y a pas longtemps, mais lire, écrire, compter et nager. Et je pense que ça, c'est hyper important. On voit les dispositifs ministériels, mais on le faisait avant, en fait. Donc, on a toujours appris à nager, on a toujours appris à rééduquer les sportifs, on a toujours appris à remettre les gens en activité au travers de l'eau. Et je pense qu'il faut continuer ces messages et bien valoriser l'action fédérale et l'action de vous tous. Et je remercie aussi, pour le coup, tous les experts qui vont participer à ces travaux. C'est toujours plus qu'enrichissant de vous avoir avec nous. Donc, encore merci à tous. Je vais juste faire un petit aparté, parce que monsieur le maire, on ne s'est pas croisé, mais j'étais avec nos collègues du CREPS ce matin. On a vu le projet et on a écouté leur ambition pour la structuration du CREPS. Je pense qu'on a des choses à se dire dans les prochains jours et je pense qu'on pourra faire des belles choses ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite à tous de bons travaux et bienvenue. Merci Julien, merci pour ta présence et merci Agnès qui est présente aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à Fabien Gillot, que tout le monde connaît, donc qui est depuis plusieurs années l'ambassadeur de la natation santé. Un grand merci à lui d'être présent. Je sais qu'il a un agenda très chargé, mais ça montre l'importance qu'il attache à la natation santé, donc je lui passe la parole. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous. On en discutait tout à l'heure avant le début de cette conférence. Ça fait maintenant 8 ans que je suis l'ambassadeur de la natation santé. Alors pourquoi m'engager sur ce levier-là? Pourquoi la natation santé? Je suis très animé par la formation des jeunes, le côté éducatif et école de la vie que le sport peut avoir pour les plus jeunes. Mais je pense qu'aujourd'hui et dans la société que l'on a aujourd'hui, le sport santé va prendre une place de plus en plus importante. J'ai toujours été animé par le comment mieux vivre et mieux vieillir. Je vois Jean-Luc, le papa de Florent, qui est là. En vieillissant dans ma carrière, passé les 30 ans, j'ai dû vraiment me concentrer sur comment optimiser toute la partie physique et physiologique pour continuer à exister avec tous les grands champions qui ont suivi et qui m'ont poussé à me remettre en question. Ça a été très bénéfique. Mais au-delà de ça, je rejoins Julien, je pense qu'on a vraiment une dimension et un rôle à jouer sociétal pour une raison très simple, c'est que la question de comment mieux vivre, mieux vieillir est plus que présente aujourd'hui dans notre pays. Comme vous le savez, la sécurité sociale se désengage de plus en plus, les mutuelles forcément coûteront probablement de plus en plus cher également. Et aujourd'hui, ce qui est magique avec la natation, c'est qu'elle est capable de solutionner beaucoup de problèmes. On sait très bien que c'est un sport qui évite toutes les contraintes articulaires. Le temps que l'on peut consacrer au sport investi dans un domaine aquatique est optimisé. Aujourd'hui, si on parle d'une demi-heure dans l'eau, ça vaut à peu près 1 heure de footing ou de marche active pour la plupart des gens. Donc, il y a vraiment un côté optimisation. Tous les sujets qui sont, à mon sens, primordiaux, c'est toutes les problématiques de dos, aujourd'hui, qui est le mal du siècle, tous les accidents cardiovasculaires. Et je pense vraiment que la natation est le sport par excellence pour aider à développer toute cette partie-là. Énormément de pathologies se développent de plus en plus, la sédentarité gagne de plus en plus de place en France. Et moi, j'aime énormément utiliser le levier personnel et familial, à savoir je suis jeune papa, donc je veux essayer de rester en forme pour mes enfants et je pousse les grands-parents à une pratique sportive régulière. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'on ne parle pas de sport de haut niveau et c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis tout de suite impliqué sur le sujet de la natation santé, c'est que
On ne parle plus de médailles, on ne parle plus de sport de haut niveau, mais on parle d'enjeux sociétal. Et je pense que la Fédération française de natation a un vrai rôle à jouer sur ce sujet. C'est déjà le cas depuis 8 ans, on est impliqué. Je penserai notamment aux principaux sponsors du sujet, qui sont les mutuelles des sportifs, Biogarant, EDF, TIR, qui nous suivent sur ce sujet depuis un bon nombre d'années. Et à mon sens, la natation française gagnera à être d'autant plus connue, reconnue, respectée et appréciée en poussant des sujets comme celui-ci. Et je rejoindrai Julien également. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous accueillir. Je sais que la nouvelle dynamique sportive que vous mettez en place pour le haut niveau, c'est une très bonne chose, mais que vous êtes également très proche du sport santé, le sport pour tout le monde. Et je pense que c'est notre rôle à tous, passionnés de sport de haut niveau, passionnés de sport, d'essayer de transmettre cette flamme, parce que, à mon sens, les plus belles émotions se vivent régulièrement autour d'une activité sportive. Merci à tous et je vous souhaite de très bons travaux. Merci beaucoup, Fabien. Avant de passer aux interventions, je vais passer la parole à Monsieur le Président du CROSS Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Christian Levarlet, qui nous a rejoints. Écoutez, merci de me donner la parole. Déjà, m'excuser, mais venir de Lyon pour arriver jusqu'à chez vous, c'est formidable, surtout quand vous prenez des bouchons d'entrée pour sortir de Lyon et puis une pluie battante jusqu'ici. Mais très heureux de vous rejoindre et de participer à ce séminaire Natation Santé. La semaine dernière, nous n'avions pas organisé un séminaire, mais des rencontres médicales qui concernaient le sport santé bien-être sur toutes les ligues. Et nous avions comme invité d'honneur et qui a fait un excellent travail le professeur Jacques Bigot, qui est ici présent aujourd'hui. Donc, encore une fois, très heureux de participer à ces travaux et à ces débats. J'espère qu'ils seront très fructueux, très intéressants. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci. Donc nous allons commencer par la première intervention, donc qui va être faite par Madame le professeur Martine Duclos, qui est présidente de l'ONAPS, chef de service de médecine du sport et des explorations fonctionnelles au CHU de Clermont-Ferrand, et qui va nous parler de la pratique sportive au féminin. Madame le professeur. Bien, bonjour à toutes et à tous et surtout merci beaucoup de l'invitation. Alors en fait, la pratique sportive féminine à tout âge, j'ai fait un focus sur la ménopause parce que c'est ce qu'il m'avait été demandé initialement. Alors pourquoi la ménopause ? Parce que ça touche quand même 11,5 millions de femmes, donc ça fait 430 000 nouvelles femmes par an en France, et que l'âge moyen de la ménopause, ça touche les femmes à un âge quand même qui est jeune, puisqu'en moyenne, c'est 50 à 51 ans, et que l'espérance de vie des femmes en 2010, c'est 83 ans. Donc en gros, elles vont vivre plus d'une trentaine d'années post-ménopause, donc avec les conséquences de la ménopause. Et on sait que 50% de la population féminine sera concernée dans 20 ans. Alors, quelles sont les conséquences de la ménopause ? Spécifiquement à la ménopause, c'est le risque de maladies cardiovasculaires qui s'accentue à partir de la ménopause, liée à la carence estrogénique, l'ostéoporose, dont le risque vraiment s'accentue aussi après la ménopause,
Et puis l'augmentation de la masse grasse qu'on croit être corps entier, mais qui est surtout liée à la masse grasse viscérale. Et puis des complications qui, elles, sont plus liées au vieillissement, le risque de cancer, la première cause de cancer, c'est quand même l'âge, et puis le vieillissement cérébral, et puis la perte de masse et de force musculaire, qui, là, ne sont pas spécifiques au sexe, mais qui s'accentuent avec la ménopause, qui, pour la femme, est un marqueur quand même de vieillissement. Alors la première question est de savoir si l'activité physique régulière permet de diminuer la mortalité chez la femme ménopausée. Et en fait, on a de nombreuses études maintenant, surtout ce qui nous intéresse, c'est les études longitudinales de cohorte, c'est-à-dire qu'on a des femmes qu'on va suivre sur le long terme, avant et après la ménopause. Et là, c'est une étude sur 6500 femmes, donc âgées de 63 à presque 100 ans, où l'activité physique est mesurée, c'est ça qui nous intéresse maintenant, c'est l'activité physique est mesurée par des capteurs objectifs, c'est-à-dire des accéléromètres, donc on n'est plus sur des questionnaires qui posent des problèmes de subjectivité. Le suivi moyen est de 3 ans. Et donc vous voyez l'âge moyen, donc vous voyez ça va de 60 à 90 ans. L'âge de la ménopause, vous voyez, c'est 48 ans en moyenne. Elles ont un IMC moyen à 28 ans, donc elles sont en moyenne en surpoids. Et vous voyez, alors le niveau d'activité physique, alors vous allez dire, oulala, mais c'est quoi ces femmes, c'est pas en termes d'activité physique, 5,5 heures d'activité totale, oui, mais c'est 85% de la journée sur ces 5 heures, c'est 85% d'activité d'intensité légère. C'est l'intérêt des accéléromètres. Donc l'intensité légère, c'est la déambulation. Donc c'est pas les recommandations qui sont de l'activité modérée ou intense, c'est vraiment l'activité de déambulation. Voilà, je vais mettre un truc à la poubelle, je vais ranger un livre, voilà. Et ça, c'est en fait l'activité de la population générale. Donc on est bien en dessous des recommandations et seulement 14% ou 15% d'activité modérée à intense. Quand on voit les effets de l'activité physique sur la mortalité, donc vous avez, les femmes ont été réparties en terciles en fonction de leur niveau d'activité physique totale, et on voit que quand on apprécie l'effet de l'activité physique sur la mortalité totale, vous voyez que celles qui ont le niveau d'activité physique le plus élevé par rapport à celles qui ont le niveau d'activité physique le plus faible, eh bien, l'activité totale, quelle que soit l'intensité, diminue la mortalité de 62%. Et ça, c'est toutes les données qu'on a maintenant avec les accéléromètres. Avant, on disait que l'activité physique diminuait la mortalité de 30% sur les données de questionnaires. Avec les accéléromètres, on est à 60%. Donc simplement de se bouger dans sa vie quotidienne, quelle que soit l'intensité, ça diminue la mortalité de 60%. Alors maintenant, est-ce qu'il faut faire vraiment de l'intense ? Ben non, vous voyez que du léger. Et là, c'est vraiment du light. Donc du light, de l'intensité légère, très légère. C'est-à-dire, je vous rappelle que le repos, c'est 1,5, 1,6 mètres. Le léger, ça va jusqu'à 3 mètres. Eh bien, le léger, c'est entre 1,6 et 2 mètres. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment de la déambulation lente. Et ben, même du très très léger, c'est 31% de mortalité en moins. Du léger entre 2 et 3 mètres, c'est 54%. Et puis quand on est dans les recommandations, c'est 77%. Donc bref, bougez-vous. Et quelle que soit l'intensité, c'est efficace. Avec quand même des effets qui sont loin d'être négligeables. Donc ça diminue la mortalité globale, quelle que soit la cause. Et si on va voir la mortalité cardiovasculaire, c'est pareil. Si on fait toutes causes confondues, quelle que soit l'activité, 45% de mortalité cardiovasculaire. Si on fait du léger, c'est 76%. Et si on fait de l'intense, même efficacité, c'est 69%. Donc, il est très clair que l'activité physique chez la femme ménopausée diminue la mortalité globale, et ceci de façon significative. Et ce que montre cette étude, c'est qu'en plus, il pouvait étudier des sous-groupes, vu le nombre de sujets, puisque c'était presque 7000 sujets, et ça marche même sur celles sur lesquelles on se dit ça ne va pas marcher. Donc par exemple, ils ont identifié un sous-groupe de femmes obèses, plus de 80 ans, multimorbidité, donc au moins 3 pathologies, avec un niveau de capacité faible, et bien même sur ce sous-groupe-là, ça marche. Donc vous voyez qu'on retrouve même sur cette population très à risque, de risque de Covid, puisqu'on est dans une situation sanitaire qui fait que ces femmes sont à risque aussi d'autres pathologies aiguës. Et bien même sur ces populations, l'activité physique est efficace pour diminuer la mortalité globale et cardiovasculaire. Et dès qu'on fait au moins 5 mètres par semaine, donc soit 30 minutes de marche lente 5 fois par semaine, ou pour la même quantité de dépenses énergétiques, 15 minutes de marche à bon rythme. Donc vous voyez que comme d'habitude, ce qu'on sait maintenant en données de santé, voilà, les 30 minutes c'est bien, mais ça c'est les recos générales. Mais déjà dès 15 minutes c'est efficace.
Dès 15 minutes, on diminue la mortalité globale de 12% si c'est de la faible intensité, ou de 39% si c'est de l'intensité modérée. Donc en fait, si je résume déjà ce qu'on sait, compte tenu de cette étude, mais ce que donne l'ensemble des études, c'est que l'activité physique régulière diminue la mortalité globale et la mortalité cardiovasculaire chez la femme ménopausée. Et là, vraiment, on est au niveau d'évidence scientifique de type A. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun doute scientifique là-dessus. Et c'est un rôle protecteur pour aussi de l'activité de faible intensité. Là, on a un niveau d'évidence modérée, ça veut dire que on manque encore un petit peu de preuves, mais on est quand même à un niveau d'évidence qui se rapproche du plus élevé. Et la sédentarité est aussi un facteur de risque, donc le temps passé aussi est aussi un facteur de risque de mortalité, mais on va le revoir en détail. Donc je vous disais que l'activité physique chez la femme ménopausée diminuait la mortalité, en particulier la mortalité cardiovasculaire. Donc le stade d'avant, c'est de savoir si ça prévient les maladies cardiovasculaires chez la femme. Donc je vous rappelle que les maladies cardiovasculaires, c'est vraiment important chez la femme. On pense que c'est important chez l'homme, mais chez la femme, on a quand même une femme sur 3 qui meurt en France d'une maladie cardiovasculaire. Et qu'en France, les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de décès chez les femmes, c'est la deuxième cause de décès chez les hommes, et qu'elles tuent en fait ces maladies cardiovasculaires 8 fois plus que le cancer du sein. Les maladies cardiovasculaires tuent plus chez les femmes que chez les hommes. Dans les décès de maladies cardiovasculaires, c'est 54% chez les femmes. Et elles touchent de plus en plus les femmes, 11% avant 50 ans. Et elles sont plus graves chez les femmes que chez les hommes. En plus, elles sont prises en charge beaucoup plus tard chez les femmes que chez les hommes. Alors, est-ce que ça prévient les maladies cardiovasculaires ? Eh bien oui, on sait depuis en fait une première étude fondatrice en 1999, c'est la fameuse étude chez les infirmières, les infirmières américaines. C'était donc des femmes ménopausées et on avait voulu savoir quel était le rôle de l'activité physique régulière, c'était juste la marche, sur le risque de survenue de maladie cardiovasculaire. Et donc, on avait donc apprécié le risque de survenue de maladie cardiovasculaire en fonction du nombre d'heures de marche par jour. Et on avait mis tous les autres facteurs de risque, alors vous avez tous les facteurs de risque ici qui étaient mis au même niveau, donc on considérait que tout ça s'était mis à plat. Et en fait, on voyait que plus les femmes marchaient, c'est-à-dire à partir d'un certain niveau, qui était celui-là, on voyait diminuer le risque de 30%. Et ce niveau, eh bien, c'était 1 à 3 heures de marche à peu près 4,8 km/h par jour. Et donc, c'est à partir de cette première étude qu'on est arrivé à dire qu'il fallait marcher à peu près 2h30 par jour pour diminuer le risque de maladie cardiovasculaire. Donc il y avait la quantité, plus on en faisait, plus on diminuait le risque de maladie cardiovasculaire. Puis il y avait aussi l'intensité. Si on marchait 3,2 à 4,6 km/h, on avait un risque qui était diminué d'à peu près 35%. Mais si on marchait à plus de 5 km/h, eh bien on avait un risque qui était diminué encore de façon plus importante, vous voyez, à plus de 36%. Donc la Nursel Study avait bien montré qu'à peu près 3 heures de marche à bon rythme ou 1,5 heures de marche par semaine à forte intensité diminuait le risque de maladie cardiovasculaire de 30 à 40% chez les femmes ménopausées, indépendamment de tous les autres facteurs de risque. Et puis depuis 1999, il y a eu de nombreuses études qui ont confirmé ces données. On a même des méta-analyses, donc sur le plan méthodologique et ce qu'il y a de plus fort, et qui ont montré que chez des femmes, qu'elles aient ou pas des risques cardiovasculaires, eh bien l'activité physique, qu'elle soit en particulier de loisirs, permettait de diminuer le risque de maladie cardiovasculaire ou d'accident vasculaire cérébral. Et voilà donc cette méta-analyse qui montrait que ce soit sur les maladies cardiovasculaires ou le risque d'AVC, eh bien, un niveau d'activité physique élevé versus un niveau d'activité faible diminuait le risque de 20 à 30%, ou de 10 à 20% quand on comparait modéré à faible, et surtout avec un effet dose-réponse. Donc plus on en faisait, plus c'était efficace. Et cet effet était indépendant des facteurs de risque, c'est-à-dire qu'on ait des facteurs de risque cardiovasculaires ou pas. Et donc là, c'est cette autre étude qui montre, en fait, la question, c'était de savoir, oui, mais bon, on est bien gentil, mais si on a vraiment des niveaux de risque cardiovasculaire élevés, c'est-à-dire si on cumule tous les facteurs de risque, on est obèse, on fume, on est hypertendu, on est hypercholestérolémique, est-ce que vraiment l'activité physique diminue le risque de maladie cardiovasculaire ? Ben voilà cette étude. Vous avez un score de risque ici qui est établi. Donc c'est en fait, en gros, c'est les scores de risque de Framingham, vous avez dû en entendre parler. Donc moins 5%, il n'y a aucun risque. Et puis plus on avance, eh bien, plus le risque est élevé. Donc là, vous avez une population qui est inactive en bleu. Et vous voyez le risque de survenue de maladie cardiovasculaire. Donc là, il est très faible quand on a un risque faible. Et quand on est à 10%, eh bien, vous voyez, on a 8 fois plus de risque de faire une maladie cardiovasculaire.
Et puis là, c'est quand on est physiquement actif, eh bien vous voyez que quelle que soit votre catégorie, quand vous êtes physiquement actif par rapport à inactif, eh bien votre risque diminue. Donc même quand on a un risque très élevé cardiovasculaire, le fait d'avoir une activité physique diminue le risque de maladie cardiovasculaire. Donc oui, l'activité physique, c'est vraiment un facteur de prévention aussi des maladies cardiovasculaires. Sans oublier le risque lié au temps passé assis. Et donc là, c'est un travail qui montre chez des femmes ménopausées le risque de maladie cardiovasculaire en fonction du temps passé assis et de la durée du temps passé assis, donc des sessions de temps passé assis. Et vous voyez qu'en moyenne, les femmes, elles passent 9 heures assises, c'est des femmes ménopausées, et vous voyez qu'il y a un effet dose-réponse. C'est-à-dire, plus vous passez de temps assis, et c'est indépendamment du niveau d'activité physique, parce que ça, c'est en bas, c'est quand vous rendez ça indépendamment du niveau d'activité physique, eh bien, plus vous passez de temps assis, plus le risque de développer une maladie cardiovasculaire augmente. Et quand vous passez 9 heures assis, ce qui est la moyenne de cette population, vous avez 69% de plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire, indépendamment de votre niveau d'activité physique et indépendamment de tous les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire, qui sont énumérés ici, et je vous dis, y compris le niveau d'activité physique. Donc en conclusion, l'activité physique chez la femme ménopausée, donc 1, diminue la mortalité globale, 2, la mortalité cardiovasculaire, 3, le risque de développer une maladie cardiovasculaire, et 4, la sédentarité, c'est vraiment un facteur de risque de ces maladies cardiovasculaires. Alors comment on peut expliquer que l'activité physique diminue le risque de développer des maladies cardiovasculaires chez la femme ménopausée ? Parce qu'elle agit sur tous les facteurs de risque de développer les maladies cardiovasculaires, en tout cas les facteurs de risque modifiables. Alors, on ne va pas les prendre les uns après les autres, hein, mais le risque d'obésité, le risque d'hypertension, le risque de diabète, le risque de cholestérol, ça diminue le stress. Donc c'est des facteurs protecteurs vis-à-vis de la maladie. Alors, on ne va pas tous les voir, on va juste voir un facteur qui est associé à la ménopause, qui est la prise de poids. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes et pour beaucoup d'hommes, la ménopause est associée, c'est un moment où on prend du poids. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fake news ? Alors effectivement, si on prend une population de femmes ménopausées, et si on regarde les changements sur 6 ans avant et après la ménopause, on voit que les femmes augmentent de 6% leur tour de taille, elles prennent 10% de masse grasse et elles perdent 1% de masse musculaire, certes. Mais si on fait les choses un peu plus intelligemment, donc c'est une cohorte de femmes qui ont été suivies avant, pendant et après la ménopause, et bien si on regarde les changements de masse grasse entre les années avant, 5 ans avant la ménopause, au moment de la ménopause et les 5 ans qui ont suivi la ménopause, vous voyez que la masse grasse, elle a commencé à augmenter bien avant. Et en fait, les changements de poids et l'augmentation de la masse grasse, elle commence bien avant la ménopause. En fait, la femme fait attention à la ménopause parce qu'à ce moment-là, il y a un signe évident qui est l'arrêt des règles, mais les choses ont évolué bien avant. Même chose si on regarde l'évolution de l'IMC, l'indice de masse corporelle chez une femme. Alors ici, c'est en fonction des percentiles, donc c'est percentile moyen 50e, et plus ou moins des différentes déviations standards. Donc même quand on est dans le percentile normal, on voit ici, c'est l'âge de la ménopause, 50 ans en moyenne, ben vous voyez qu'au moment de la ménopause, en fait, l'indice de masse corporelle, il est relativement stable. Il est relativement stable, mais en fait, là, vous voyez, l'IMC, il a commencé, en fait, les femmes, elles commencent à prendre du poids en moyenne à partir de 30 ans. Donc, ce n'est pas au moment de la ménopause qu'on commence à prendre du poids, ça commence régulièrement à partir de 30 ans. Par contre, il y a une chose qui est vraie, c'est l'augmentation de la masse grasse viscérale, donc intra-abdominale, donc ectopique, à des endroits où on n'est pas censé en prendre, qui augmente vraiment à la ménopause. Pareil, une cohorte de femmes qui a été suivie avant, après la ménopause, et la masse grasse viscérale, elle augmente significativement. Par contre, l'activité physique permet de limiter l'augmentation de cette masse grasse viscérale. Voilà des femmes qui n'ont pas d'activité physique. Voilà l'augmentation de la masse grasse viscérale à la ménopause. Par contre, celles qui ont de l'activité physique, eh bien, l'activité physique permet de limiter l'augmentation de la masse grasse viscérale. Je vous rappelle que cette masse grasse viscérale, elle est associée significativement à la survenue de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Autre complication de la ménopause, l'ostéoporose post-ménopausique. Quand vous avez ici, vous voyez l'évolution de la densité minérale osseuse. Alors en noir, c'est chez l'homme. Elle diminue chez l'homme régulièrement, mais il n'y a pas de cassure avec le vieillissement. Alors que chez la femme, elle diminue aussi. Puis au moment de la ménopause liée à la carence estrogénique, il y a vraiment une chute, une diminution de la densité minérale osseuse. Donc il y a vraiment une baisse de la densité osseuse au moment de la ménopause. Ça, c'est l'os trabéculaire, mais on a la même chose au niveau de l'os cortical. On a la même diminution au niveau de l'os cortical. Et en plus, on a une modification de la microarchitecture osseuse.
L'os, ça c'est un os de femme de 25 ans. Il y en a un os qui devient très poreux, hein, avec une déconnexion des travées. Donc vous comprenez bien que votre os il devient très fragile, avec une augmentation du risque de fracture qui devient important. Alors l'activité physique, vous savez que c'est important. L'activité physique, en fait, il permet de solliciter l'os et d'augmenter l'ostéogénèse, donc augmenter la solidité osseuse. Le problème, c'est que le type d'activité physique qui est efficace, c'est toutes les activités physiques qui vont impliquer des réactions au sol. Donc c'est des sauts, des sprints, des coups de pied, des changements rapides de direction. Donc en fait, c'est valable pour tous les sports d'impact, mais ce n'est pas valable pour la natation, le cyclisme et l'aviron. C'est très bon pour le métabolisme, les pathologies cardiovasculaires, mais en tout cas, pour l'os, ce n'est pas du tout stimulant pour l'os. Alors, est-ce que l'activité physique permet d'améliorer la densité osseuse chez la femme ménopausée? Ah oui, ça marche très bien, mais vous allez voir que le type d'activité physique n'est pas possible pour toutes les femmes. Donc ici, c'est un travail sur des femmes ménopausées qui n'avaient aucun traitement, qui n'ont jamais eu de traitement de la ménopause, qui étaient déjà ostéopéniques, donc le stade avant l'ostéoporose, et puis il y a eu 2 groupes. Elles ont bien été supplémentées en calcium, vitamine D pour être sûr qu'on n'ait pas ce problème-là. Et puis, il y a eu 2 groupes. Un groupe qui a eu des conseils, puis un groupe qui a eu une activité physique. Pendant 2 ans, alors vous voyez, l'activité physique, c'était pareil, 4 sessions par semaine, une session de 2 fois 1 heure qui était contrôlée, puis une session qu'elle faisait 2 fois à la maison, 2 fois 20 minutes. Alors la session... C'était une session d'aérobie avec fort impact, et puis une session de renforcement musculaire, mais avec des hauts volumes et des résistances élevées. Et ça marche, hein, parce que par rapport au groupe contrôle qui n'a eu que des conseils, ils ont eu une perte osseuse de 2%, alors que dans le groupe qui avait eu de l'activité physique, il y a eu un gain osseux de 5%. Alors ça, c'est sur la densité lombaire. Même chose ici au niveau de la densité globale. Il y a eu une perte osseuse dans le premier groupe, alors qu'il y a eu un gain osseux dans l'autre groupe, ce qui fait une différence de plus de 2% entre les 2 groupes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a eu aucune douleur osseuse, aucune douleur dans la fréquence et l'intensité des douleurs dans le groupe exercice, et plutôt une diminution. Mais le problème, c'est qu'en fait, ce type d'exercice, il n'est pas possible de faire sauter pendant 1 heure des femmes de plus de 60-70 ans, faire des exercices de renforcement musculaire avec des fortes charges, c'est pas possible. C'est d'ailleurs ce qu'a prouvé cette méta-analyse. Alors c'est Cochrane Database, pour nous c'est des références, c'est vraiment l'analyse de toute la littérature, de vraiment toutes les études qui sont bien faites sur le plan méthodologique. Et quand on a une Cochrane Database, voilà, on lit ça comme une bible. Et effectivement, ce que dit cette analyse, c'est qu'il y a vraiment un bénéfice osseux de l'activité physique chez la femme ménopausée pour augmenter la densité osseuse sur la hanche et le rachis. Mais le problème, c'est que ça marche, mais que pour obtenir ces effets, il faut des exercices dynamiques en charge, à intensité élevée, donc de la course à pied, des sauts, de la danse, et des exercices de musculation, de renforcement musculaire, mais avec des résistances élevées. Donc bref, ça ne touche qu'une petite catégorie de population qui peut supporter ce type d'exercice. Heureusement, on sait qu'il y a d'autres exercices qui marchent, qui ne vont pas augmenter la densité osseuse, mais qui vont augmenter la résistance de l'os aux contraintes mécaniques. Et par exemple, la marche. Et c'est toujours les premières études de la Nurse Health Study qui avaient montré que chez des infirmières ménopausées, simplement le fait de marcher 1 heure par semaine diminuait le risque de fracture du col de 6%. Et à chaque fois qu'on en faisait un peu plus, par exemple quand on marchait 4 heures par semaine, on diminuait le risque de fracture de 41%. Et puis il y a eu des méta-analyses qui ont voulu savoir effectivement si c'était bien cet effet. Et donc c'est toutes les études qui ont étudié l'effet de la marche sur le risque de fracture de la hanche. Donc si ce n'est pas efficace, ça va là. Si c'est efficace, c'est là. Et vous voyez que toutes les études montraient un effet significatif, sauf celle-là. Donc effectivement, la marche permet de diminuer le risque de fracture du col. Alors ça n'augmente pas la densité osseuse, mais ça augmente la résistance de la hanche, du col, aux contraintes osseuses, parce qu'en fait ça modifie la microarchitecture osseuse. Et puis il y a une étude là qui vient de sortir, et eux, ils sont allés plus loin, ils ont voulu voir l'effet de l'exercice de faible intensité. Donc en gros, ce que peut faire une femme âgée de 70 ans. Et donc c'est toujours une cohorte de plus de 70 000 femmes, et donc ils ont mesuré l'effet de l'activité de faible intensité. Et en fait, ce qu'ils montrent, c'est que l'activité d'intensité modérée, donc classique, ça diminue le risque de fracture du col, mais surtout l'activité de faible intensité, ça diminue aussi le risque de fracture du col, des fractures vertébrales et des fractures totales, de risque de fracture totale.
Et quelles activités étaient proposées? Celles que font les femmes âgées, 70, 75, 80 ans, voire plus, c'est-à-dire la marche et le jardinage. Donc vous voyez, même des activités légères, là, l'activité légère, incluant l'activité de faible intensité, est associée à une risque de fracture chez les femmes âgées. Sachant que en fait, la meilleure prévention de l'ostéoporose, elle est pédiatrique. En fait, c'est l'activité physique pendant l'enfance et l'adolescence. Puisque c'est pendant l'enfance et l'adolescence qu'on va acquérir, surtout à la fin de l'adolescence, qu'on acquiert son pic de masse osseuse, c'est-à-dire la valeur maximale de densité osseuse que vous avez. Puis après, elle reste stable chez la femme toute la vie génitale active, c'est-à-dire pendant la période d'activité ovarienne. Puis après, c'est la ménopause et la densité diminue. Et donc, dès que vous augmentez votre pic de densité osseuse d'1%, d'une déviation standard, ce qu'on peut obtenir avec de l'activité physique chez l'enfant et l'adolescent, eh bien, si vous augmentez votre pic de une déviation standard, c'est-à-dire de 10%, eh bien, en fait, vous arrivez à la période d'ostéoporose post-ménopausique 10 ans plus tard. Et donc, le risque de fracture ostéoporotique est diminué de 50%. D'où l'intérêt de l'activité physique pendant l'enfance et l'adolescence. Autre complication donc, du vieillissement, cette fois-ci, c'est le risque de cancer. Et jusqu'à présent, on avait 3 cancers. Il y a encore 5 ans, on disait qu'il y avait 3 cancers qui sont prévenus par l'activité physique, dont les 2 qui touchent spécifiquement la femme, c'est-à-dire le cancer du sein et le cancer de l'endomètre, puis le cancer du côlon qui touche aussi l'homme. Et bien maintenant, on a 6 cancers dont on sait que l'activité physique diminue significativement le risque, à peu près de 25%. Le cancer, donc on rajoute le cancer de la vessie, le cancer de l'ésophage et de l'estomac. Donc on a 6 cancers pour lesquels l'activité physique joue vraiment un rôle de prévention, avec en plus un effet dose-réponse, donc diminution de protection d'à peu près 25%, c'est un effet de l'activité physique seule, indépendant de tous les autres facteurs de risque, et plus on en fait, plus c'est efficace, avec en plus des facteurs biologiques. Maintenant on connaît les mécanismes et la cause elle est bien démontrée. La sédentarité est aussi un facteur de risque de 3 de ces cancers, le côlon, l'endomètre et le poumon, indépendamment de l'activité physique. Sans oublier que l'activité physique après un cancer, ça diminue la mortalité globale pour le cancer du sein, du rectum et de la prostate, et ça diminue le risque de récidive, c'est énorme, hein, de 40% de ces cancers après le traitement de ces cancers. Quant au cerveau, est-ce que l'activité physique a un intérêt chez les femmes vieillissantes? Chez les hommes, ça marche aussi. Là, je parle de la femme, hein. On les oublie trop souvent. On sait que la capacité en endurance chez la personne âgée, elle est associée à des meilleures performances sur les tests cognitifs, en particulier toutes les performances cognitives qui vieillissent, c'est les performances exécutives, c'est-à-dire les capacités à faire plusieurs tâches en même temps, c'est celles qui sont le plus affectées par le vieillissement. Et par exemple, maintenant, vous savez qu'on peut voir les gens penser avec l'IRM fonctionnel, et on sait que les femmes qui font de l'activité physique ont une meilleure activité sur les zones impliquées donc dans les tests, les fonctions cognitives, et on sait que si on entraîne ces femmes, eh bien, on voit améliorer l'activité de ces zones sur leurs 2 tests cognitifs, et leur performance sur les tests cognitifs s'améliore. On sait aussi que la condition physique, à la fois l'endurance, la force et la souplesse, prédit chez les personnes âgées le risque de chute et la dépendance future. Et on sait que l'activité physique régulière diminue le risque de dépendance, la retarde de 10 ans. Enfin, la force musculaire, on sait qu'elle diminue, chez l'homme comme chez la femme, et on commence à en perdre significativement à partir de 45 ans, à peu près 6% de perte de masse musculaire tous les 10 ans, avec une diminution de la force musculaire. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, on se rend compte que la force musculaire, c'est vraiment un facteur prédictif de mortalité. La première étude qu'il avait montrée, c'était presque 140 000 personnes. Alors c'était multiethnique, c'est ce qu'on veut maintenant dans les études, c'était niveau socio-économique, tous les niveaux socio-économiques. Et ce que montrait cette étude, c'est que le premier facteur prédictif de mortalité, c'était la force de l'avant-bras, avant le niveau d'activité physique et avant les facteurs de risque classiques. Donc vraiment, la force, c'est un facteur prédictif de mortalité. Et quel est le premier facteur qui permet d'augmenter la force? Il n'y a pas de traitement pharmacologique, c'est l'activité physique. Et là, c'est un travail sur des personnes de plus de 80, il y a 70-72 ans, mais ça a été montré jusqu'à plus de 90 ans. Par le renforcement musculaire, on peut augmenter la force musculaire de façon significative. Et on sait aussi que l'endurance, c'est le premier facteur prédictif de mortalité, avant les facteurs de risque classiques, avant le cholestérol, avant l'hypertension. C'est le premier facteur de risque de mortalité et aussi de développer des maladies chroniques. Et on sait qu'en fait, il suffit d'augmenter d'un tout petit peu
la capacité en endurance d'un mètre, c'est 3,5 millilitres par kilo de poids corporel. C'est rien du tout pour augmenter sa capacité en endurance. Et à chaque fois qu'on gagne 1 mètre, on diminue le risque de mortalité globale de 12%. Et ceci, quel que soit l'âge. Ici, c'est un travail sur des personnes de plus de 65 ans. Dès qu'on augmente d'1 mètre, eh bien, on diminue la mortalité globale de 12%. Il y avait des sujets de 65 à 70 ans et des sujets de plus de 70 ans. Donc vous voyez, même à plus de 70 ans, augmenter la capacité en endurance, simplement en entraînant les gens à la marche, eh bien, on diminue la mortalité. Donc en conclusion, l'activité physique diminue le risque de maladies cardiovasculaires chez la personne âgée, y compris chez la femme ménopausée, même bien au-delà, diminue le risque d'ostéoporose et de fracture, diminue effectivement l'augmentation de la masse grasse, diminue le risque de cancer du sein, va augmenter la masse et la force musculaire, donc diminue le risque de chute et retarde la perte d'autonomie, augmente la capacité en endurance, améliore le vieillissement cérébral. Bon, les recommandations, vous les connaissez, hein, c'est lutter contre la sédentarité, ça ne faut jamais oublier, augmenter l'activité physique de la vie quotidienne, c'est d'abord se bouger dans sa vie quotidienne et après avoir une activité physique un peu plus structurée, avec de l'endurance et du renforcement musculaire. Et puis, voilà, ça c'est classique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est, en conclusion, il n'est jamais trop tard pour faire de l'activité physique. La ménopause, ça peut être une fenêtre motivationnelle importante avec tous les changements associés à la ménopause. Alors la natation, c'est une très bonne activité, à condition qu'effectivement chez la femme vieillissante, on rajoute aussi des activités en charge. L'intérêt de la natation, c'est qu'elle peut être pratiquée à tous les âges, et voire même très très tôt, donc tout au long de la vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le professeur Martine Duclos. Avant de passer aux questions, on va peut-être se lever. Ça fait bientôt 1 heure que vous êtes assis, comme on est dans un séminaire natation santé. Levez-vous, bougez un petit peu. On va prévenir notre sédentarité. Voilà, bougez un petit peu. Étirez-vous. Voilà. Et donc, je suppose que vous avez de nombreuses questions à poser à Martine Duclos, dont la présentation était vraiment très, très intéressante. Donc, ciblée sur les femmes, mais également sur les hommes. On se rend compte qu'il y a aussi des cas d'ostéoporose chez les hommes. Donc, il n'y a pas d'âge pour faire de l'activité physique. Donc, je vais vous demander de vous rasseoir et si vous avez des questions... Donc il y a Valentin et Lucie qui vont passer parmi vous avec un micro et des lingettes pour poser des questions. Si vous pouvez lever la main si vous voulez le micro. Ah, une question. Karim, je vais venir te porter le micro parce que je te vois. Il y a Latif qui a un micro. Tu le prends pas. Merci. Karim Belaïd, je suis médecin du sport santé et membre de l'Union Sport et Diabète et également de la commission médicale natation santé. Dans ce séminaire natation santé, on aimerait avoir un petit peu plus de précision sur la place de la natation, sur, par exemple, les activités physiques qui sont recommandées pour une personne qui est inscrite dans un cours de natation, de Nageform Santé 1 fois par semaine. Quelles sont les autres pratiques, quelles sont les autres activités physiques, par exemple, qui sont conseillées, notamment aux femmes qui font partie de ces groupes? Quand tu dis quelles sont les autres activités aquatiques ou en dehors de la natation aquatique? En dehors. En dehors, dans l'idéal, c'est soit faire du renforcement musculaire, parce que c'est pareil, le renforcement musculaire, c'est bon pour l'os, en ce sens que comme les muscles sont insérés sur les tendons sont insérés sur l'os, donc si tu veux, quand tu augmentes ta masse musculaire, tu stimules ton ostéogenèse. Sinon, c'est des activités à type de charge. Alors, soit elles peuvent avoir des activités à type de saut, si elles peuvent le faire, donc des activités qu'on peut faire éventuellement en salle, sinon simplement de la marche.
À partir du moment où on fait de la marche, il y a un effet sur la micro-architecture. Donc au moins des activités en charge, la marche est suffisante parce que c'est déjà le poids du corps. Si elles peuvent aller un peu plus loin en ayant un petit peu d'activité où il y ait un peu plus d'impact, c'est encore plus bénéfique. Mais par exemple, voilà, utiliser les escaliers. Ça, c'est un très bon conseil parce que l'escalier, que ce soit en montée ou en descente, ça stimule ton activité ostéogénique. Donc déjà, prendre les escaliers régulièrement, utiliser la marche. Voilà. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas que de l'activité de natation, nage isolée, qui est très très bonne pour tout le reste. Pour ça, c'est excellent, les capacités physiques. Mais par contre, pour l'eau, c'est pas stimulant. Oui, bonjour. Donc Michel Brignot, pneumologue médecin du sport. Moi, j'ai une question sur le seuil de sédentarité à partir duquel on considère qu'on est dans le rouge et en deçà duquel il faudrait rester. Alors en fait, on n'en sait strictement rien. Si je veux vraiment être honnête, on n'en sait strictement rien. Il y a eu des études. Alors les premières études étaient... en gros, on met un seuil à 6 heures. Il y en a même qui mettent un seuil à 3 heures. Moi, je dis que de toute façon, avec la vie qu'on a, après, ça dépend si on a une activité professionnelle ou pas. Si on a une activité professionnelle et qu'on a un travail sédentaire comme la plupart d'entre nous, je veux dire, faut savoir que les études la montrent en moyenne, enfin les gens qui travaillent, on passe 12 heures assis dans la journée. On prend le travail, on prend les transports et on prend la vie à la maison. Voilà, on est à 12 heures assis. Donc, je veux dire, donc les jours où on ne travaille pas, on essaye de limiter le temps total passé assis. Et là, je pense qu'on peut essayer quand même d'arriver à 6 heures par jour. On ne va pas dépasser les 6 heures par jour. Mais même 6 heures, je veux dire, on passe 3 heures derrière les écrans, la télé, le soir, etc. Donc, bon, ce qui est important, c'est que ce qui compte, c'est le temps total et la durée des temps passés assis. Donc, ce qui est important, c'est que quand on a un travail assis, il faut penser à se lever régulièrement. Alors avant, on disait 2 heures, moi j'y crois pas du tout, je pense qu'il faut au moins se lever toutes les heures. Et alors, se lever debout sans bouger, ça sert à rien. C'est se lever debout et bouger. Mais par contre, se lever debout et bouger, c'est activité légère. Ça peut être de la déambulation. Voilà. Mais on sait qu'au moins se lever et bouger va rompre les effets du temps de l'heure précédente passée assis. Mais dans l'idéal, nous on travaille là-dessus et... il va falloir qu'on arrive aussi à avoir des bureaux actifs, des bureaux avec un pédalier, des bureaux avec un tapis roulant. Je veux dire, on a un monde qui est tellement mécanisé que j'ai testé les bureaux avec tapis roulant, c'est génial, on s'y habitue très vite. Ou avec un petit pédalier, on fait ça une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Et voilà, c'est de la très faible intensité. On est sur de la faible intensité. Il faut que ce soit compatible avec une tâche intellectuelle, une tâche mécanique sur le tapis, sur le clavier. On ne doit pas être essoufflé, on ne doit pas transpirer, mais il faut absolument qu'on évolue avec notre mode de travail. C'est pas parce qu'on sera de plus en plus assis. Mais par contre, non, ces réunions où on passe 4 heures assis, ça c'est insupportable. Ça nous tue. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'études sur l'intérêt de ces capteurs de mouvement et les effets de la sédentarité. Là, on commence vraiment à avoir des études, ces études qui sont sorties maintenant depuis les années 2016 à peu près. C'est effarant, les effets de la sédentarité. Et quand on voit les mécanismes qui sont différents de ceux de l'activité physique, parce que vraiment, c'est les masses musculaires qui sont totalement... les masses musculaires des membres inférieurs, les artères qui ont un tonus bas, le monoxyde d'azote, enfin bref, il y a un flux artériel, enfin bref, quand on voit les mécanismes, ça fait... on n'est pas fait pour être assis, quoi, c'est très clair. Encore moins que d'être inactif. Oui, merci pour cette présentation. Thierry Fauchard, chargé de mission mutuelle des sportifs. Si tu étais ministre de la Santé, est-ce que tu proposerais un diagnostic, par exemple une consultation diagnostique à 50 ans pour ces femmes-là, et que mettrais-tu dedans ? Oui, de toute façon, je ferai une consultation à 50 ans, bien avant la retraite, pour anticiper la retraite et pour être sûr que ces femmes rentrent à la retraite, dans les 10 ans qui précèdent la retraite et la ménopause. Moi, je considère que, de toute façon, il y a des études qui commencent alors évidemment, c'est les Américains, qui mettent que la capacité en endurance, mais ils le mettent pour les jeunes. La capacité en endurance, c'est un signe vital qui devrait être mesuré au même titre que la pression artérielle. C'est le premier facteur pronostic de mortalité et de morbidité. Alors, je ne dis pas d'aller faire une épreuve d'effort, mais au moins un test de marche de 6 minutes. Il va falloir avoir une idée de la capacité en endurance des gens, comme il faut mesurer le tour de taille plutôt que l'IMC
À l'extrême IMC, je m'en fous. Mais le tour de taille est un bon marqueur. Donc, le niveau d'activité physique, le temps de sédentarité, avec un capteur de mouvement, parce que mettre un accéléromètre, c'est pas si compliqué que ça. Donc, une mesure objective de l'activité physique, de la sédentarité, une capacité en endurance, une force musculaire. Puis sur les meilleurs facteurs prédictifs, un bilan nutritionnel, un bilan biologique, et voilà, à 50 ans obligatoire. Et je pense qu'on fera des économies de santé, et puis après, proposer, pas obligé, surtout pas, mais proposer effectivement une prise en charge, une médecine 4P, voire 6P, prédictive, personnalisée, etc., etc. Mais voilà, incluant l'activité physique, la nutrition, une prise en charge multidisciplinaire, et à commencer à 50 ans, si rien n'a été fait avant. C'est évident, et pas attendre la maladie. Dieu sait si on ferait des économies de santé. Oui, merci. Concernant les groupes de patients et de patientes qu'on a dans les clubs sport santé, notamment en natation, on a régulièrement des personnes qui ont un problème d'obésité et d'arthrose des genoux assez marqué. Alors, ces personnes-là, comment on gère la pratique de la marche? Y a-t-il des limites à leur donner? Je reviens donc sur la question de la prévention de l'ostéoporose, comme on disait tout à l'heure. Comment on gère ça dans ce contexte-là? Alors pour la marche, si elles sont vraiment, enfin si marcher leur fait mal, tu peux essayer déjà les bâtons de marche, qui diminuent quand même de 30% la charge qu'il y a sur les membres inférieurs. Donc ça c'est déjà un élément qui peut, vérifier qu'ils ont des bonnes chaussures. Parce que ça, on se rend compte, ça semble le b.a.-ba, mais voilà, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, des chaussures qui ont 3 ans, à partir du moment où il n'y a plus de... pour eux, il faut qu'il n'y ait plus de semelle. À partir du moment, tant que la semelle il y a encore une semelle, pour eux c'est bon. Donc qu'ils comprennent ce que c'est qu'une bonne paire de chaussures. Et voilà, quand la semelle est éliminée d'un côté, mais bon, bref, une bonne paire de chaussures, et qu'une paire de chaussures, ça change régulièrement quand on fait régulièrement de la marche. Deuxièmement, les bâtons de marche, quand même, et puis apprendre à s'en servir. Troisièmement, effectivement, voir effectivement si la douleur, parce qu'en marchant régulièrement, la douleur, elle va diminuer. Alors, sauf si c'est vraiment une arthrose très évoluée qui va nécessiter une prothèse. Et puis après, c'est les faire marcher éventuellement dans un couloir d'eau. Hein. Ça peut aussi aider. Et sinon, en ces cas-là, on passe à l'aquabike ou à des activités en aquagym. Parce que là, on peut faire aussi du renforcement musculaire dans l'eau. Et là, ça peut être un bon compromis aussi. Bonjour, j'ai une petite question, pardon. Ici. Comparé à vos études sur les infirmières tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'interroge. A priori, c'est un métier dans lequel elles marchaient effectivement beaucoup, probablement avant leur retraite et la ménopause. Et justement, ça me questionne de toutes ces personnes qui étaient en activité physique, parfois avec une activité même peu intense, mais régulière dans la journée, et qui se retrouvent à la retraite, du coup... beaucoup plus assis qu'ils n'ont pu l'être en fait et qui ne compensent pas forcément avec l'activité. Enfin, comment on peut juger est-ce qu'il y a des études là-dessus sur la décompensation peut-être, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, liée à l'arrêt de l'activité professionnelle par exemple? Alors déjà, il faut savoir que l'activité professionnelle, c'est la seule activité physique qui ne protège pas. Toutes les professions où il y a une activité professionnelle, c'est le seul élément où vraiment on n'a pas d'effet protecteur de l'activité physique sur les maladies chroniques. Parce que souvent, cette activité, d'abord parce que c'est une activité qui est répétitive, donc on ne travaille pas toutes les conditions, enfin toutes les capacités physiques. Je pense en particulier aux maçons, aux artisans. Voilà, on sait que ce type d'activité physique n'est absolument pas protectrice. Souvent, en plus, il y a des problèmes d'alimentation. Regardez les infirmières, elles ne sont pas toutes minces, loin de là. En plus, elles sont soumises souvent à des horaires de travail qui varient, les 3-8, etc. Donc, il y a des problèmes de rythmicité de travail et d'alimentation, de stress aussi. Et puis, il faut savoir, les infirmières, elles ne passent pas tant de temps que ça à courir. Elles passent maintenant beaucoup de temps à remplir des papiers. Donc elles ne sont pas si... voilà. C'est plus les aides-soignantes qui ont une activité, mais regardez, les aides-soignantes, elles ne sont pas comme ça.
Enfin, je suis à l'hôpital tous les jours. Voilà. Alors pour la variation, oui, il y a parfois une prise de poids à la retraite, mais il y en a beaucoup qui perdent du poids justement, parce qu'à la retraite, elles vont pouvoir avoir des repas réguliers, des horaires de repas, contrôler ce qu'elles mangent, et faire justement plus d'activité physique avec des horaires de sommeil réguliers. Donc la retraite n'est pas forcément un moment de prise de poids. C'est extrêmement variable, mais c'est pas forcément un moment de prise de poids. Bonjour, ici Rémi Tinty, merci. Rémi Tinty, éducateur, Nageform Santé en Moselle. Donc 2 petites questions. Une première question technique déjà. Je n'arrive pas à connaître la différence, même si je pourrais trouver sur Google certainement, entre une analyse simple et une méta-analyse. Donc, voilà. Et la deuxième, c'est sur vos résultats. À un moment, j'ai été un petit peu interloqué parce que je voyais que l'intensité physique modérée sur les aspects cardiovasculaires pouvait avoir plus de bénéfices que celle qui serait intensive. Alors, est-ce que vous l'expliquez? Voilà, oui. Alors, je vais commencer par la deuxième. C'était 67 ou 67% versus 70%. Sur le plan statistique, c'est pas significatif. Les chiffres, il ne faut pas non plus les prendre. Voilà. Après, c'est des analyses statistiques. Voilà, c'est-à-dire que ça a le même effet. Et maintenant, les dernières grandes études sur des grandes cohortes avec. Après, c'est les quantités. C'est-à-dire c'est à dépenses énergétiques identiques. On a les mêmes effets. Et maintenant, toutes les grandes études montrent qu'effectivement, qu'on fasse du léger ou du modéré, l'intensité, on s'en fout complètement. Les effets sont exactement les mêmes, sauf que les durées ne sont pas les mêmes. Mais in fine, les effets sont les mêmes. Voilà. Alors, la différence entre une simple étude et une méta-analyse, c'est qu'une méta-analyse, c'est qu'en fait, je fais une étude A, et une méta-analyse, c'est qu'elle va prendre l'ensemble des études, donc par exemple, ça peut être 10 études, qui sont sur le plan mon étude A, elle est parfaite, c'est-à-dire c'est une étude de cohorte, c'est-à-dire on prend les sujets au temps zéro et ils ont été suivis pendant 10 ans et on mesure pendant 10 ans qui va développer par exemple un cancer du côlon. Et on mesure tout, on note tout, la nutrition, le mode de vie, l'alcoolisme, le tabagisme, etc. Donc on connaît tous les facteurs de risque, les antécédents, etc. Donc c'est une étude parfaite. Pof. Et la méta-analyse va faire l'analyse de la littérature, une recherche bibliographique avec mots-clés activité physique, cancer. Donc il va sortir, par exemple, souvent c'est 6000 papiers, il va sortir tous les abstracts et il va voir ceux qui, méthodologiquement, vont permettre de répondre à la question activité physique santé. Donc est-ce qu'il y a un groupe contrôle? Est-ce que ça a été un suivi? Donc il répond bien aux paramètres parfait, donc ça veut dire qu'il faut que ce soit une cohorte, donc une population saine au départ, qui a été suivie pendant un temps suffisamment long. Par exemple, ils disent qu'il faut qu'il y ait au moins 3 ans, qu'il y ait eu tous les éléments, tous les facteurs de risque qui ont été mesurés, est-ce qu'il y a eu un groupe contrôle, etc., etc. Donc en fait, souvent sur les 6000 papiers, il n'en reste que 130. Et voilà, donc, et après, il va sortir tous ces papiers, il va rentrer toutes les données dans un tableau, il va tous les colliger, donc le nombre de sujets, le nombre de cancers survenus, le nombre de facteurs de risque. Et au lieu d'avoir, par exemple, dans l'étude A, il y avait 100 000 sujets, il prend l'étude A plus l'étude B plus l'étude C, et on va avoir 1 million de sujets. Et ça, c'est une méta-analyse. Voilà. Et ça répond vraiment à des critères méthodologiques extrêmement stricts, parce qu'en fait, on a une grille obligatoire pour mettre la qualité de l'étude. Il faut au moins que ce soit des études méthodologiques moyennes ou hautes, les facteurs de biais, enfin bon, on a plein de critères pour vraiment pouvoir accepter de faire une méta-analyse. Donc c'est pour ça que pour nous c'est vraiment le Graal ou c'est la Bible. Voilà, méta-analyse, on sait que sur le plan méthodologique c'est parfait. On a vraiment des critères très stricts pour pouvoir publier une méta-analyse. C'est pour ça qu'on n'a pas des méta-analyses sur tout. Merci beaucoup. Il n'y a plus de questions. Merci, Madame le professeur Martine Duclos, pour cette brillante intervention. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Et donc, maintenant, je vais appeler Monsieur Marc Charles, donc, qui va nous parler de l'activité physique sur prescription en France, faire un état des lieux en 2019. Donc, M. Marc Charles est interne de santé publique pour l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité.
Bonjour à tous et merci de l'invitation. Alors, allons-y. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats d'une enquête qui a été menée conjointement par l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité et le pôle ressources nationales sport, santé, bien-être. Entre juin 2018 et mars 2019, là où s'est arrêtée l'étude et là où a été fait le bilan des dispositifs d'activité physique sur prescription en France qui ont été retenus. Alors, comment ça se passe comme ça? Alors, avant tout, j'aimerais reprendre un petit peu, pour savoir où on en est, c'est bien de savoir d'où on vient, de reprendre comment l'activité physique est entrée dans la promotion de la santé. Et ça a commencé par l'entrée de l'activité physique par la petite porte du programme de promotion de la santé du plan national nutrition santé, qui était un plan qui visait à lutter contre l'obésité et qui était essentiellement axé sur la nutrition. Et l'activité physique est entrée dans ce plan par une petite porte, et au fur et à mesure du renouvellement du PNNS, l'activité physique a pris pleinement sa part pour devenir un axe à part entière dans le PNNS de 2011. Et puis, comment ne pas parler du plan national sport, santé, bien-être de 2012, qui, à mon sens, est un véritable succès parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment entré dans les mentalités qu'on va faire une activité physique et sportive non plus pour ses performances, mais on va avant tout en faire pour son bien-être. Je crois que c'est rentré dans les mentalités grâce, en grande partie, à ce plan national sport, santé, bien-être qui a permis de proposer du sport pour tous. Et puis maintenant, l'activité physique, on la trouve dans tous les plans de promotion de la santé, que ce soit le plan obésité, le plan bien vieillir, et notamment le plan national de prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, le plan cancer, etc. En 2016, les autorités publiques ont fait un pas supplémentaire, où elles ont proposé aux médecins d'offrir un cadre pour la prise en charge de l'activité physique des patients fragiles, des patients atteints d'affections de longue durée. Et puis, enfin, en janvier 2019, donc a été créée l'Agence nationale du sport, qui reprend les prérogatives du CNDS, mais qui travaille sur deux pôles. Un pôle sur la performance et le haut niveau, et puis un autre pôle qui travaille sur le développement du sport pour tous, partout et tout au long de la vie. On voit bien là l'importance qu'a pris l'activité physique dans les politiques de santé publique. Alors, donc, la promotion de l'activité physique, c'est une chose. Maintenant, parlons du côté plus médical, c'est-à-dire que, parlons des effets thérapeutiques de l'activité physique. Alors, je ne vais pas le développer, ce n'est pas l'objet de cette présentation, mais on sait depuis longtemps maintenant que l'activité physique a des effets thérapeutiques pour les patients qui sont malades, pas seulement dans la prévention, mais dans la thérapeutique des patients atteints d'affections de longue durée. Et là, pour ça, je vous renvoie par exemple à l'INSERM, au rapport de l'INSERM 2008, qui déjà en 2008 avait répertorié plus de 4000 publications scientifiques qui faisaient état des bénéfices de l'activité physique sur la prise en charge des patients. Donc, au vu de cette preuve, des preuves multiples et scientifiques, la HAS, en 2011, la HAS, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Haute Autorité de Santé, c'est elle qui édite les recommandations des bonnes pratiques cliniques que suivent les professionnels de la santé, et notamment les médecins, en particulier les médecins. Et en 2011, donc, la HAS valide l'activité physique comme une thérapeutique à part entière et recommande sa prescription dans le cadre de la prise en charge des patients. Donc, en 2017, il y a les décrets d'application de la loi de modernisation du système de santé qui donc établit le cadre de la prescription, comment et par qui doit être encadrée l'activité physique des patients qui ont une fragilité et en particulier une affection de longue durée. Et puis, enfin, en 2018, la Haute Autorité de Santé a édité aussi un guide de promotion, consultation et prescription de l'activité physique pour aider les médecins
à accompagner leurs patients dans la prise en charge de leur activité physique. Donc on y est. Alors je vais passer brièvement ce que dit le décret, l'instruction du 3 mars, c'est donc le cadre législatif. En gros, il s'agit d'un parcours de soins, donc un parcours où les patients sont encadrés par des professions de différents types, donc un parcours pluriprofessionnel, donc, qui nécessite une coordination pour mettre les acteurs qui sont autour du patient en lien. Elle rappelle, ça c'est super important, elle rappelle le but de la prescription d'activité physique, c'est d'adopter un mode de vie physiquement actif. Et du coup, là, ça demande des compétences dans l'accompagnement des patients, c'est-à-dire des compétences en général, des notions d'éducation thérapeutique, des notions d'entretien motivationnel pour réussir à motiver les patients et à ancrer les activités physiques qu'ils auront choisies dans leur vie et au quotidien et au long cours. Et puis voilà, donc le décret précise les qualifications et les compétences que doivent avoir les encadrants en fonction des limitations fonctionnelles des patients. Et là, pour ça, je vous renvoie surtout à l'instruction du 3 mars 2017 qui vraiment précise de façon fine quelles sont les compétences à mettre en face des limitations fonctionnelles et du risque médical des patients. Donc, à quoi ressemblent les dispositifs ? Je vais passer directement sur cette diapositive. Alors, je ne sais pas, ce n'est pas forcément trop lisible, mais on a essayé de reprendre un petit peu la synthèse. Comment ça se passe sur le terrain ? Qu'est-ce qu'un dispositif d'activité physique sur prescription ? Le patient va voir son médecin, souhaite reprendre une activité physique, ou le médecin va lui conseiller de reprendre une activité physique. Le médecin va faire une évaluation minimale. Il peut s'aider du guide de la HAS, dans lequel tout est détaillé. L'évaluation minimale, c'est évaluation du risque cardiovasculaire, c'est évaluation des limitations fonctionnelles, évaluation éventuellement de la motivation. Et puis, en fonction de son bilan, il va l'orienter. Donc, il va l'orienter sur un dispositif d'activité physique sur prescription, c'est-à-dire, en gros, c'est un coordonnateur qui est au sein d'une structure et qui va avoir les compétences pour compléter le bilan fonctionnel, pour approfondir l'entretien motivationnel, pour établir un programme d'activité physique qui soit adapté au patient et qui soit choisi par le patient. Ils vont établir un programme ensemble et à partir de ce programme, le coordonnateur va le proposer au prescripteur et avec l'accord du prescripteur va donc orienter le patient vers des créneaux sport santé si les limitations fonctionnelles sont limitées, et vers des programmes d'activité physique adaptée plus type atelier passerelle lorsque les limitations fonctionnelles sont sévères. Donc voilà, les dispositifs d'activité physique permettent de cadrer le parcours du patient centré sur son activité physique et toujours dans l'idée de l'amener à une autonomie dans ses pratiques et de s'améliorer au niveau de la condition physique pour pouvoir ensuite avoir des activités de loisirs quotidiennes ou plurihebdomadaires. Donc, où sont ces dispositifs en 2019 en France ? Donc, c'est l'enquête qui a été menée par l'ONAPS et le PRN2S, avec une mobilisation des réseaux des deux. Donc, ça n'a pas touché, malheureusement, ça n'a pas touché tout le monde. Et notamment, il y a des mutuelles qui financent des dispositifs qui n'ont pas été recensés dans cette enquête. Premier résultat, on a vu qu'en 3 ans, le nombre de dispositifs par an a quadruplé. Et quand on voit la labellisation des maisons sport santé, on voit que cette dynamique progresse et est toujours aussi forte. Et ça, c'est vraiment très encourageant pour l'utilisation de l'activité physique en thérapeutique et aussi dans le sport santé, en prévention des maladies chroniques. Alors, qui porte les dispositifs d'activité physique sur prescription ? Et bien là, on se rend compte que c'est essentiellement des dispositifs locaux. Ça part de la base. C'est beaucoup de communes. Et on peut féliciter l'activité des réseaux des villes santé OMS qui sont très actives et qui ont un dispositif de sport santé sur ordonnance
qu'ils ont eux depuis 2012, avant même l'édition de la loi. Et puis on a aussi des associations, des clubs. Il y a des médecins généralistes qui sont très intéressés et qui développent des dispositifs à des niveaux très locaux de pôles de santé. Il y a aussi des infirmières AZAD qui sont chargées de prendre en charge des patients fragiles et qui sont en perte d'autonomie. Voilà. Et puis sur des territoires un peu plus vastes, il y a les comités départementaux olympiques et sportifs, certains qui mettent des coordonnateurs et proposent de l'activité physique sur prescription dans leur structure. Et bien sûr, les hôpitaux qui, rappelons-le, sont à l'origine de l'utilisation de l'activité physique comme thérapeutique. La réadaptation cardiaque, la réadaptation cardiovasculaire, la prise en charge de l'obésité et du diabète, c'est avant tout des médecins des hôpitaux qui ont mis en place des programmes de réadaptation et qui sont servis de l'activité physique comme thérapeutique. Et ce sont aussi les premiers à s'être inquiétés de la poursuite des soins une fois sortis de l'hôpital, en ambulatoire. Et puis on voit aussi apparaître des innovations vachement intéressantes, et notamment des professionnels de l'activité physique adaptée et du sport santé qui se regroupent en association pour proposer aux médecins de leur territoire d'orienter leurs patients. C'est notamment dans l'Ain, sport santé. Puis il y a aussi des regroupements d'employeurs, notamment des communes, qui se regroupent pour mutualiser leurs moyens et pour arriver à salarier des éducateurs ou des enseignants APA à temps plein. Alors, où sont les dispositifs? Donc là, je vous renvoie au rapport que nous avons fait. On a fait une cartographie détaillée de région par région, et rapport dans lequel aussi vous pourrez trouver les coordonnées de chacun. Maintenant, 90% des dispositifs qu'on a recensés sont labellisés Maison Sport Santé. Quels sont les acteurs de ces dispositifs? Et bien là, les acteurs sont vraiment variés. Donc bien sûr, il y a des enseignants STAPS APA, donc formation universitaire à l'activité physique adaptée à la santé. Mais il y a aussi des diplômes jeunesse et sport. Et puis, on voit qu'il y a énormément de bénévoles. Et on les remerciera jamais autant assez. Des bénévoles qui, grâce aux fédérations aussi, qui font l'effort de former leurs bénévoles au sport santé. Donc, on voit qu'ils sont très actifs dans les dispositifs de prescription d'activité physique. Et puis on a aussi d'autres acteurs comme des éducateurs territoriaux, des agents territoriaux qui sont formés aussi à l'activité physique et sportive à des fins de santé. Voilà, donc on a des acteurs qui sont assez multiples. Les professionnels de santé, bien sûr, il y a beaucoup de médecins généralistes, mais les spécialistes ne sont pas négligeables. Ils sont peu nombreux, mais dans 2 dispositifs sur 3, on les retrouve. Ça rejoint un petit peu ce qu'on verra après, le soutien des hôpitaux à ces structures, à ces dispositifs d'activité physique sur prescription. Ce qu'on peut regretter dans notre recensement, c'est qu'il y ait aussi peu de kinésithérapeutes et d'infirmières. Mais bon, voilà, je pense que c'est naturellement, ils vont rentrer dans les dispositifs et dans les dispositifs qui sont aussi stimulés par la transformation de notre système de santé qui va vers de plus en plus des parcours de soins ambulatoires avec des prises en charge pluriprofessionnelles et un lien hôpital-ville qui est encouragé en tout cas par les autorités publiques. Donc les structures de santé de soutien, elles sont extrêmement variées aussi. Ça va de la maison de santé pluriprofessionnelle, les pôles de santé, les centres médico-sportifs, les centres hospitaliers bien sûr, mais il y a aussi des cliniques, des centres de réadaptation fonctionnelle et des soins de suite de réadaptation. Enfin voilà, des structures de soutien très variées. En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que on a des dispositifs, on a quasiment autant de dispositifs que d'initiatives. Pour le financement, c'est un petit peu le nerf de la guerre et puis on voit que il faut vraiment avoir de la motivation et puis c'est des financements qui viennent un petit peu de partout. C'est des bouts de chandelle, un peu du CNDS, donc maintenant l'Agence nationale du sport, un peu des ARS, la conférence des financeurs pour les publics de plus de 60 ans,
les directions régionales jeunesse et sport en fonction de leurs moyens. Et puis voilà. Alors, dans notre recensement, on avait peu de mutuelles, mais elles sont de plus en plus impliquées dans le financement de ces dispositifs d'activité physique sur prescription. Et c'est plutôt encourageant d'avoir les complémentaires santé. Quant à la sécurité sociale, il y a des études médico-économiques qui sont en cours. Je pense qu'elle attendra encore quelques années pour être sûr que ça puisse être rentable au long cours. Je vous parlerai d'une étude un petit peu plus loin. Mais j'en viens à la conclusion. Donc, conclusion, l'activité physique, c'est une thérapeutique. C'est une thérapeutique non médicamenteuse, mais c'est une thérapeutique qui a fait ses preuves. Et si on doit faire une médecine fondée sur les preuves, on peut difficilement ne pas utiliser l'activité physique dans sa prise en charge, la prise en charge de ses patients. Pour cette prise en charge, comme dans tous les traitements que donnent les médecins, eh bien, il faut savoir faire un bilan diagnostique. Il faut savoir donner une posologie. Et là, on en revient à la formation des médecins qui est vraiment... l'utilisation de l'activité physique comme thérapeutique, c'est rentré dans le cursus des médecins depuis 2-3 ans. Et c'est encore très nouveau, très neuf. Donc les médecins ne sont pas vraiment formés à la prescription d'activité physique. Et puis ensuite, il faut bien sûr un suivi médical pour adapter son traitement et puis arriver à l'autonomie des patients. Et puis oui, voilà, ça demande aussi des compétences en éducation thérapeutique, voire dans les entretiens motivationnels, mais voilà. Une véritable thérapeutique. Et c'est une pratique médicale qui est encouragée par les autorités publiques. On voit que l'activité physique, c'est non seulement dans tous les programmes de prévention, mais de plus en plus, les autorités poussent, que ce soit la HAS ou la loi de modernisation, les autorités poussent à l'utilisation de l'activité physique. Le problème, c'est que ça n'est pas remboursé. Et donc là, voilà, on en arrive à un enjeu. C'est un enjeu. C'est une nouvelle thérapeutique qu'on veut introduire dans un système de soins qui est en train de se transformer. Et là, il y a un véritable enjeu pour la modernisation de notre système de santé. Et on a par exemple l'expérimentation As du cœur, qui est un programme passerelle d'activité physique adaptée pour des patients qui sortent d'un programme de réadaptation cardiovasculaire. Et c'est un programme passerelle du coup qui est financé par la Sécurité sociale à travers l'article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale. Cette loi 51, elle a été introduite dans la loi de financement de la Sécurité sociale en 2018, donc elle est toute récente, et elle permet d'expérimenter de nouveaux systèmes d'organisation de soins, de faire ces expérimentations et voire à les étendre après une évaluation, mais qui sera faite pas avant d'ici 2022. Donc voilà, on a une thérapeutique nouvelle dans un système de soins qui est en train de se transformer. Je pense que tous les vents sont favorables, les autorités publiques poussent dans l'idée, disons. Voilà, je pense qu'on a de quoi être confiant sur l'utilisation de l'activité physique comme thérapeutique. Après, il y a des limites à trouver, des frontières entre le sport santé et la thérapeutique, entre la prévention et le curatif, qui sont encore des travaux d'avenir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Charles. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y, profitez, posez des questions. Karim, je suis sûre que tu as une question. Ah, je m'en doute. C'est une question, effectivement, à propos de cet article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale. Il faudrait nous en dire plus. Ça mériterait un exposé à lui seul parce que, en fait,
on propose tous dans nos activités ce qui peut être assimilé à des expérimentations en sport santé avec des effets qu'on voit et que les patients ressentent et qui mériteraient tout à fait d'être identifiés par la sécurité sociale et le financer en tant que tel, parce que ça concerne vraiment notre quotidien dans le monde du sport santé. Donc, je crois que je vous remercie en tout cas pour cette information sur cet article qui va être regardé de plus près par les uns et les autres. Oui, effectivement. Et, non, il est intéressant. Il est vraiment intéressant et il n'est pas assez connu. Il n'est pas assez connu et l'activité physique comme thérapeutique, comme nouvelle thérapeutique, je pense, peut entrer dans des projets qui soient financés au titre de l'article 51. Ça vaut effectivement le coup d'y jeter un œil et de profiler son programme en fonction du cahier des charges. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on peut éventuellement rentrer dans le cadre de l'article 51 et de pouvoir financer une activité, sachant que quel est le dispositif qui doit être mis en place pour être éligible à une aide financière dans le cadre de l'article 51 de la financement de la sécurité sociale? Alors, la loi de finances, l'article 51, insiste beaucoup sur les parcours de soins en ambulatoire. Et le lien entre la prise en charge ambulatoire et l'hôpital pour éviter les ruptures et assurer la continuité des soins. Donc il faut être dans cette logique-là. Et puis c'est quand même très axé sur la prise en charge médicale. Donc il faut aller assez loin. Par exemple, le programme As du cœur, c'est vraiment des gens qui sortent d'un programme de réadaptation cardiovasculaire, donc qui ont eu un infarctus depuis peu, et pour lesquels il est crucial de continuer une activité physique et que cette activité physique soit adaptée. C'est des programmes qui sont limités dans le temps. Mais voilà, c'est déjà une ouverture vers le financement par la sécurité sociale d'une activité physique thérapeutique. Est-ce qu'on peut prendre un exemple de projet comme ça qui est mis en place dans une région selon votre étude? As du cœur, alors c'est un petit peu la seule qui est vraiment ciblée sur l'activité physique adaptée. Après, il y a plusieurs initiatives qui sont dans le financement des parcours de soins. Et dans ces parcours de soins, on va pouvoir retrouver dans certaines expérimentations la prise en charge de l'activité physique. Mais je n'ai pas réussi à trouver le financement des salaires des personnels. Alors je ne sais pas. Peut-être que c'est considéré. Voilà. En tous les cas, comme dit Karim Belaïd, notre médecin et membre de la Commission nationale, c'est bien de s'intéresser à cet article et voir dans quelle mesure on peut éventuellement entrer dans un processus dans ce cadre-là. Si les clubs peuvent accueillir après dans une structure qui est agréée par la fédération, comme nos clubs qui ont des éducateurs déjà certifiés et qui ont une charte qualité à respecter, peut-être qu'ils peuvent éventuellement rentrer en contact avec un dispositif de la sorte et accueillir par la suite lorsque la personne est apte à sortir du cadre hospitalier, je veux dire. Je crois que cet article 51 s'oriente beaucoup sur la prise en charge par forfait. Donc il faut voir ce qu'on met dans les forfaits. Effectivement, il peut y avoir une part d'encadrant de l'activité physique adaptée. Voilà. Mais c'est vrai que la majorité des projets qui sont proposés et qui ont été retenus dans le cadre de cet article sont des financements de parcours de soins par forfait. Voilà. Je peux difficilement dire plus parce que... Oui, je peux y aller. Oui, donc moi j'ai une question sur le type d'activité des différentes structures qui ont été proposées, là, qui ont participé au sondage, et puis sur les modalités de financement éventuelles qui peuvent être envisagées, notamment les politiques sociales. C'est-à-dire qu'il faut savoir que là, pour l'instant, nous, on parle que de malades chroniques,
Moi, depuis le début de l'après-midi, j'ai entendu parler de ménopause, de cardiovasculaire, enfin de plein de choses. Mais dans l'appel à projet pour les maisons santé, sport santé départementales, on nous demandait aussi de travailler sur les populations en situation précaire, c'est-à-dire en souffrance sociale. Et il faut savoir que c'est aussi une dimension de la santé qu'on oublie ou dont on parle trop peu, et qui a aussi des leviers à ce niveau-là pour trouver des financements. Pas facile, mais non, c'est sûr que l'activité physique sur le plan social, c'est un facteur intégrateur, c'est un facteur de santé mentale qui est hyper important et hyper efficace. Après, c'est toute la difficulté, c'est d'arriver à faire la frontière entre le sport santé et la thérapeutique. Quand on est dans des problèmes de difficultés sociales, on n'est plus trop dans le médical. Donc, Ouais, j'ai rebondi, mais en fait, il y a quand même des études qui prouvent que les populations en situation précaire, au plan socio-économique, sont plus malades que les autres. Donc là, on est clairement dans une démarche ou de prévention primaire, voire de prévention tertiaire pour ceux qui sont déjà malades. Donc je pense que moi, je ne dissocierai pas les malades chroniques qui ont des vraies maladies organiques d'un côté, et puis les pauvres ou les gens en situation précaire de l'autre, parce qu'à un moment donné, ça peut être les mêmes. Ah, bien sûr. C'est souvent les mêmes. Oui, bien sûr, c'est souvent les mêmes. Mais à l'inverse, ça a fait grincer beaucoup de dents la prise en charge de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui ne finançait que les dispositifs, la prescription d'activité physique adaptée pour des patients qui étaient en ALD et qui étaient dans les minima sociaux, et du coup, tous les autres n'avaient pas de prise en charge. Donc, voilà, c'est des arbitrages à trouver qui sont difficiles. Et puis juste une remarque supplémentaire, il y a des études qui ont montré aussi que si on prend les gens qui sont même les SDF, etc., de les mettre à l'activité physique, les faire adhérer à un programme d'activité physique, c'était aussi un moyen de les faire entrer dans le système social, parce que par ce biais-là, on leur demandait si pour adhérer au programme d'activité physique, c'était ils bénéficiaient d'un examen clinique, d'un examen médical. Donc par ce biais-là, ils rentraient dans le système sécurité sociale. Ils avaient à nouveau des horaires, et c'est une expérience qui a été faite ici au CREPS de Vichy. Donc ils rentraient dans un système, ils re-rentraient dans le système, et par ce biais-là, avec des horaires réguliers, ils ont pu acquérir aussi une formation. Donc voilà, c'est aussi un moyen je suis complètement d'accord sur l'aspect social, on le voit très très bien chez les malades, mais c'est aussi pour des gens qui sont complètement désocialisés et en dehors du système, c'est aussi un moyen de les faire re-rentrer dans le système. Donc voilà, ça a des effets. Voilà, il y a tellement de bénéfices transversaux à l'activité physique. Une petite dernière question avant de passer à la présentation suivante. Allez-y. Concrètement, pour un club de natation qui veut créer un créneau nager forme santé, le financement, c'est d'abord d'ailleurs créer le créneau, et puis après aller chercher les financements, c'est ça concrètement. C'est-à-dire demander si la personne fait partie d'une association qui va pouvoir lui payer une partie de son activité. Concrètement, ça revient à quoi Concrètement, moi, j'ai pas le détail, mais il faut rentrer peut-être en entrant dans un dispositif, c'est-à-dire qu'il faut être visible des coordonnateurs des dispositifs d'activité physique sur prescription. C'est-à-dire qu'eux, ils vont recevoir les patients des médecins, et il y a beaucoup de patients, je pense, qui aiment la piscine, qui aiment l'eau, et en plus qui ont des problèmes rhumatismaux et des douleurs articulaires, qui vont adhérer complètement à des activités aquatiques. Il faut être visible, je pense, de ces dispositifs, des coordonnateurs, et quand on crée un créneau sport santé, le faire savoir pour qu'ils puissent adresser des patients. Après, comment sont financés ça, je ne sais pas. Mais je pense que ça doit faire partie du financement des dispositifs. Vu qu'ils sont extrêmement variables.
Juste rebondir là difficile de pour apporter un petit élément de réponse. Je pense qu'en tant que club Nage et Forme Santé, il est important de se rapprocher des maisons sport santé qui existent sur les territoires, parce qu'il y en a de plus en plus. Donc oui, se faire connaître via les maisons sport santé comme étant un des acteurs possibles de ces maisons, et se faire référencer aussi auprès des réseaux sport santé qui sont en place dans beaucoup de régions. Dans le Grand Est, il y en a un qui existe et qui, ça doit être Prescrit Move de mémoire. Enfin, il y a de plus en plus de réseaux sport santé. Ça fait partie de la politique du développement du sport santé bien-être en France. Donc voilà des moyens de se rendre visible. Et des ARS aussi, puisque les ARS sont censés, les ARS et les directions régionaux, les DRJSCS, sont censés répertorier l'offre de sport santé et la mettre en ligne sur une plateforme qui permet même aux médecins, s'ils veulent les adresser directement à leurs patients qui n'ont pas de limite fonctionnelle ou minime, de pouvoir les adresser directement sur les créneaux sport santé qui sont à proximité. Ouais, il y a des plateformes qui sont en cours de création par les ARS à destination des médecins. Bon, il faudra encore qu'on arrive que l'information arrive jusqu'aux médecins, mais bon, ça c'est une autre question, mais c'est en cours. Donc les ARS travaillent là-dessus, et les associations telles que les clubs Nage et Forme Santé peuvent aller déposer leurs coordonnées, leurs informations sur ces plateformes. Et donc il y a des moyens qui sont en train d'être mis en place. Il y a d'autres choses, le pôle ressources aussi, je pense qu'il va développer dans le futur des plateformes, mais bon, faut vraiment donner de la visibilité à ce qui est fait. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Merci. Et donc maintenant, je passe la parole au docteur Simon Pagin, donc, qui est médecin du sport, chirurgien orthopédique en traumatologie de l'appareil locomoteur, membre de la commission médicale de la Fédération française de natation. Simon, tu as la parole pour 20 minutes. Bonjour, j'espère que vous êtes encore présents. Merci pour l'invitation. Je vais parler de pandémie et de sédentarité. Il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que je m'intéresse à la pandémie et à l'activité physique. De par mon accent, vous constatez que j'ai un accent francophone suisse, et j'ai en fait une pratique en Suisse. Je me suis intéressé à la natation santé et surtout à ce décret de possibilité d'ordonner l'activité physique par un médecin, et qu'elle soit en fait honorée par des spécialistes en natation forme santé, par exemple, avec des brevets particuliers. Et en fait, avant, il y avait l'obésité. L'obésité qui a été considérée par l'OMS comme une épidémie mondiale, donc une pandémie, et a décidé une stratégie mondiale pour l'alimentation, l'exercice physique et la santé déjà en 2004. Parce que cet institut avait constaté en fait une augmentation importante de l'obésité et un triplage depuis 1975. 39% des adultes âgés de plus de 18 ans étaient en surpoids en 2016 et 13% étaient obèses. Ceci était de par la population mondiale, et on se rendait compte que le surpoids, l'obésité fait davantage de morts que l'insuffisance pondérale. Donc, l'OMS a décidé un plan d'action mondial pour promouvoir l'activité physique, donc un plan 2018-2030, par le fait que l'activité physique est une manière de limiter le poids, mais surtout, comme on l'a vu avant, de diminuer les comorbidités qui sont liées à l'obésité. La deuxième épidémie mondiale, la deuxième pandémie dont
comme orthopédiste, je suis habitué à traiter, c'est le problème des douleurs, des lombalgies chroniques, qui on sait est une maladie du siècle, qui souvent sont des symptômes où l'on ne peut diagnostiquer de maladie et qui gênent en fait toute une population dans son activité quotidienne, dans son activité professionnelle et dans ses loisirs. Avant, il y avait une grande activité sociale de la joie, une certaine insouciance. On pouvait aller de manière resserrée voir des spectacles, se réjouir d'une promotion, d'une coupe tendue, ou aller au marché sans s'occuper de l'autre, en pouvant se rencontrer, se toucher sans problème, nager dans des lignes surabondantes. Et puis, c'était une certaine insouciance partagée. Et il y a eu le machin. Alors le machin, c'est la Covid. Le Covid, ça dépend un petit peu les journalistes et les écrits. C'est le virus Covid-19, c'est la maladie Covid-19 ou la pandémie Covid-19. Et puis, au début mars, il y a eu une déclaration de guerre où on nous a donné un uniforme, qui est le masque que tout le monde porte, et des armes qui sont les gestes barrières, les attentions qu'on porte à l'autre pour ne pas contaminer. Au début, c'était difficile. On a nagé un peu en eau trouble. Énormément d'informations sont arrivées dont on ne savait pas si elles étaient justes, fausses. Boire de l'eau de Javel, se laver les mains fréquemment. Et puis, il y a le vaccin qui semble être la solution finale pour cette pandémie, mais il n'est toujours pas là. Il y a eu des idées, des scooters avec barrières présentes, des masques avec des marques. Et puis, au niveau de l'activité physique, c'était difficile de pouvoir remplir l'activité physique, celle-ci étant limitée par des attestations qui empêchaient en fait de marcher 3-4 heures par jour, comme on l'a entendu tout à l'heure. Et puis le 11 mai, il y a eu la fin de la saison 1. Donc il a fallu faire des constats. Et il y a une enquête de la Santé publique France en juin 2020 qui a montré que ce confinement avait un impact certain sur l'activité physique, mais surtout sur la sédentarité. Alors on va voir un petit peu ce qu'a montré cette enquête. C'est que les limitations de déplacement, l'isolement imposé par le confinement, ont réduit de près de moitié. Il y a une diminution de l'activité physique. Près de 6 personnes sur 10 ont fait moins des 30 minutes par jour d'activité physique recommandée pendant le confinement. Après, il y a l'activité physique, mais il y a aussi l'activité sportive. Et un peu paradoxalement, ce qu'on voit, c'est que ceux qui avaient un niveau d'activité sportive pendant le confinement, 45% d'entre eux n'ont pas changé franchement leur habitude, 18% ont augmenté leur pratique sportive et 37% ont déclaré une diminution de leur activité sportive. Et puis, ce qui est plus triste, on va dire, c'est qu'au niveau de la sédentarité, le temps moyen passé devant un écran pendant le temps libre était de 5 heures par jour pendant le confinement, et un quart a déclaré consacrer plus de 7 heures par jour. 61% des personnes interrogées ont déclaré une augmentation du temps passé assis. Le temps moyen était de 6 heures par jour, et un tiers des personnes ont déclaré passer plus de 7 heures assis par jour. Les perspectives, suite à cette étude, c'était de se dire que le déconfinement étant arrivé, il fallait donner une attention particulière pour
reprendre les activités physiques en faisant attention à sortir de ce cercle de sédentarité et avoir une rupture de sédentarité. Et qu'est-ce qu'on a vu? Je dirais qu'actuellement, on est un peu dans une ère glaciaire. Parce qu'au niveau culturel, il n'y a plus de spectacles, ou les spectacles, il y a peu de monde. Au niveau des commerces, l'activité est difficile. Et au niveau de l'activité sportive, la plupart des compétitions qui ont eu lieu, alors ça a changé un petit peu au mois de septembre, se sont retrouvées soit à huis clos, soit sans participants. Et puis, les marches en montagne, souvent dans des endroits où il y a beaucoup de monde, on a relativement peu de personnes qui sont sorties. On a une sorte de sidération de l'activité, une sidération de l'environnement social, qui d'ailleurs est plus ou moins préconisé, puisqu'on recommande en fait d'éviter toute fête, toute réunion qui peut justement causer des problèmes et étendre cette épidémie. En attendant la suite, moi j'aime bien ce livre qui s'appelle Le désert des Tartares, où en fait c'est une garnison qui est dans une forteresse et qui attend l'ennemi sans savoir qui il est, au bout d'un désert, sans savoir comment ça va se passer, et qui imagine en fait toutes les possibilités. Alors quelques règles utiles, c'est que la seule chose pour lutter contre ce virus actuellement, c'est notre uniforme qui est le masque, et puis c'est les gestes barrières. Les gestes barrières dans l'activité de tous les jours, se laver les mains, ne pas éternuer sur les mains, éviter les contacts directs, avoir des distances barrières. Dans l'activité physique, dans l'activité sportive, il y a des réflexes à adopter, c'est-à-dire que les distances sont un peu plus grandes parce que le risque de contamination par les gouttelettes de salive sont plus importants, donc il y a des distances qui sont plus importantes. Le fait d'éviter les contacts directs. Et puis, il y a la question tester ou pas tester, où en fait, ce qui est clair, c'est que si on a des symptômes, fièvre, tout, maux de tête, il est indiqué de se faire tester. Si on a une personne, un contact direct, on doit attendre 7 jours avant de se faire tester. Si on est un contact direct, mais qu'on vit avec la personne de contact, on doit se faire tester en même temps que la personne de contact. Et en fonction du résultat du test, il y a des recommandations ou des obligations qui sont bien définies. Après, qu'en est-il de l'activité sportive? Elle répond, la reprise de l'activité sportive répond à des règles de progression qui se font par plusieurs étapes, dont la première étape est une des plus longues, c'est-à-dire qu'il faut reprendre une activité, il faut se retrouver, et puis après, il y a des étapes où on augmente en fait l'intensité de l'activité en fonction de la fréquence cardiaque, du ressenti de l'effort, et on peut passer d'une étape à l'autre si ce ressenti est tout à fait bon et que la fatigue ne prend pas le dessus. Qu'en est-il de la promotion de l'activité physique? Ce qui est important, c'est de maintenir le mouvement, c'est important de bouger tout le temps. L'image de cette machine de Tinguely qui, de manière continue, tourne en ayant des rouages qui ne s'usent pas finalement. Pour l'obésité, l'activité est extrêmement importante, qu'elle soit tonique, qu'elle soit en endurance, mais aussi en ce qu'on appelle en proprioception, c'est-à-dire en équilibre. Et pour conclure, et revenir en fait
ma passion du début, c'est-à-dire pandémie et sédentarité. Je trouve que cette infographie est très intéressante parce qu'elle résume tout ce qu'il est nécessaire, être actif, diminuer le temps assis, construire sa force, construire son équilibre, mais aussi avoir des relations avec autrui. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que un petit peu, c'est mieux que rien. Et je crois que ça, c'est un message qui est très important. C'est-à-dire qu'il faut partir, il faut commencer à être actif. Et je pense que vous avez, dans votre rôle de spécialiste en activité sportive sous ordonnance, vous avez ce rôle d'amener les patients, les personnes à retrouver en fait, d'une part, le fait qu'on est ici pour être actif, et puis leur donner le plaisir de rester actif le plus longtemps possible, en sachant tous les bienfaits que cela apporte. Merci pour votre attention. Merci Simon. Si vous avez des questions, allez-y. Y a-t-il des questions? Julie. Pas de questions. Bonjour et puis merci. C'est pas tellement une question, mais c'est une réflexion. C'est que le diaporama, il a quelques mois, et puis tu pourras le représenter dans quelques mois parce que avec la saison 2, la saison 2 qui arrive, il y a juste quelques petites choses à changer, mais autrement le plus gros est fait, quoi. Enfin le plus gros, c'est un mauvais jeu de mots. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la prochaine présentation. La prochaine présentation, Latif, c'est la pause. Déjà. Donc allez-y. Ça passe tellement vite. Bougez. Donc pause, Allez. reprise des présentations à 16h25. Voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable. Ah ouais.